Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'y croit plus à sa dictature. Florent Tiba et Firmin Ayessa d'ailleurs, eux aussi, n'y croient plus. Par ailleurs, de son retour de la vadouille, de la Songa et de la Likola, où il était parti poser la pierre d'un pont utopiste sur la Songa d'une part et l'inauguration à un fondo dans la Likola de deux groupes électrogènes d'autre part. Et voilà, le régime Denis Sassou Nguesso au crépuscule et celui-ci est aux abois. Ben oui, Sassou Nguesso est aux abois. Florent Tiba n'y croit plus. Non plus Firmin Ayessa, qui se bat tous les jours pour quémander, solliciter Denis Sassou Nguesso à libérer d'une part le ministre André Okombi Salissa pour Florent Tiba et pour Firmin Ayessa, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ben oui, donc ces deux individus sont hantés par les esprits Bakukuya Teke qui viennent la nuit perturber le sommeil de Florent Tiba. Mais n'oublions pas Firmin Ayessa qui, à Mako là-bas, il ne veut plus. Le régime aux abois, Sassou est allé dans le nord, là, les SEM nord là-bas. Ce fut vraiment un échec. L'humiliation fut totale. Méfiez-vous des apparences. Au sein du pouvoir, on s'est dit, ah oui, c'est la fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, on a tout vu de Sassou Nguesso inaugurer des ascenseurs. Cependant, avec l'inauguration des deux groupes électrogènes à Infondo, la honte et le déshonneur étaient au rendez-vous. Si bien que son ministre Émile Ouesso, ah oui, a failli perdre sa vie, tellement qu'il était hanté, la honte, le ridicule, l'indignité, a failli emporter le ministre Émile Ouesso. Ben oui, on peut tout fuir sauf sa conscience. Émile Ouesso a failli mourir à Infondo. Certains parlaient de la sorcellerie et beaucoup de choses comme ça, mais non. Vous savez que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce fut là un cas de conscience. Sassou Nguesso, à un moment donné, a inauguré des immeubles ou autres de pacotille, mais a venu inaugurer un groupe électrogène que même un particulier n'a pas besoin de faire inviter les amis venir inaugurer un groupe électrogène. Donc le régime est au crépuscule. Vous avez vu le ministre Émile Ouesso dans un état critique, il a failli perdre sa vie tellement que la honte, les ridicules, l'indignité, les déshonneurs étaient tels que, voilà, avec son âme et conscience. Or, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, allons-y seulement à la chute du tyran, à son exil forcé, à défaut, à son arrestation. C'est la solution existentielle pour sauver d'un côté le peuple congolais et ce pays qu'il a détruit, et de l'autre côté son clan. Au regard de la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, où les Congolais vont-ils s'acharner au cas où Sassou Nguesso partait sans être humilié au pays, la rançon de la gloire, humiliation, ou de ses crimes, la justice, où cette énergie potentielle-là va s'acharner, c'est sûr, le clan. Et pour des années,
les victimes actuelles, les enfants des victimes et les petits-enfants des victimes. Donc le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc dégageons-le pour laver les linges en famille et pour sauver d'un côté l'Embouchi, le clan, le peuple, le pays, et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous aviez certainement fait la lecture de la chute des dictateurs ou de l'histoire des dictateurs. Ça finit en général très mal. Même Hitler s'était suicidé. Mussolini pendu. Et Mobutu mourut en exil et son corps enterré comme un indigent. Vous imaginez. Et combien de fois Sassou Nguesso, avec le mal qu'il a fait dans ce pays, mesdames, messieurs, peuple congolais. Avant de terminer cette mini-conférence, je vous rappelle que c'est Denis Sassou Nguesso, l'homme par qui le malheur est entré par la petite porte dans notre pays. Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme par qui le malheur était entré et qui est toujours là, qui est rentré par la petite porte dans notre pays. Et comme les mêmes causes créent les mêmes effets, et que l'histoire a tendance à se répéter, et pourquoi pas nous, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans le clan, prenons notre responsabilité de les chasser, de le faire sortir par la petite porte. L'enjeu est de sauver les vies, sauver l'Embouchi, sauver le nord, sauver le sud, sauver le pays. Alors, on va, pour terminer la vidéo, seule la lutte libère. Eh bien oui, seule la lutte libère. Engagez-vous, likez, partagez et abonnez. Et surtout, soutenez la résistance. Tokolonga, le régime est au crépuscule. Nous sentons la fin. Même on le disait tout à l'heure, on sent que vous êtes assez sévère avec les autorités françaises. Vous dites qu'en fait, finalement, la France-Afrique, enfin rien, ça a été construit, il n'y a pas d'aide au développement. Pourquoi ce constat ? Tout simplement parce que, bon, à l'époque, moi, je me posais pas trop de questions, parce qu'effectivement, c'est la défense des intérêts français. Il y avait effectivement des entreprises très bien implantées, et ce sont des matières premières vitales pour notre pays. Malgré tout, je pensais qu'il y avait, j'étais un peu déçu, une espèce de projection qui concernait une véritable aide au développement et qui allait nous permettre par la suite de capter les nouvelles générations. Or, ça n'a pas été fait. Tout ça a été très souvent entouré de flou. Et après, je crois qu'il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui notre position est fortement décriée dans certains pays. À l'époque, vous ne sentiez pas que ces missions étaient orientées, dirigées justement pour que la France garde son influence, notamment dans les anciennes colonies ? Alors si, mais c'était compréhensible, mais il fallait aussi qu'il y ait une projection. On pouvait effectivement travailler dans ce domaine politico-sécuritaire, mais sur un temps assez limité, parce qu'on assistait déjà à la fin de la Franc-Afrique. Donc il y avait une évolution dans les sociétés africaines c'est des pays souverains qui devaient s'ouvrir à d'autres marchés, d'autres pays. Et je pense qu'on aurait certainement pu mieux les accompagner. Et ça pourrait expliquer le sentiment anti-français au Sahel, et pas seulement d'ailleurs, parce que qui a grandi, ça vous en aviez conscience à l'époque ? J'en ai pris conscience progressivement, justement en discutant avec des jeunes africains qui n'avaient plus qu'une idée en tête, c'était de quitter leur pays. Voilà, et qui effectivement m'ont parlé de tout ça, des connexions qui finalement avaient été quelque part favorisées par les autorités françaises. Oui, vous dites que vous avez été témoin de mallettes d'argent qui étaient donc, vous, qui finançaient des partis français. Oui, tout à fait. Ça, c'était extrêmement clair, c'est archi connu. Moi, j'ai côtoyé ces personnes pour la simple et unique raison, c'est que c'était des adorables correspondants, donc souvent des hommes d'affaires ou autres, des gens qui effectivement avaient des moyens.
et qui collectait des fonds et ensuite il les ramenait par mallette en liquide. À l'époque, vous pouvez passer une frontière avec beaucoup d'argent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors Richard Volange, vous racontez aussi que vous avez été conseiller sécurité de François Bozizé, donc l'ancien président centrafricain. Comment ça s'est passé? Alors à l'époque, on avait une relation directe avec le chef de l'État, et lorsqu'un nouveau chef de poste arrivait, et il recevait une espèce d'imprimatur de la part du chef de l'État. Donc le directeur de cabinet notait, j'avais gardé le papier d'ailleurs, donc vous êtes accrédité auprès du chef de l'État. Mais tout cela était officieux. En réalité, j'étais le chef de poste de la DGSE, j'avais une couverture diplomatique, un passeport diplomatique. Il le savait. Voilà. Alors, il le savait, mais officieusement, et puis la cellule africaine de l'Élysée le savait également, et donc j'avais cet échange régulier avec le chef de l'État. Ce qui pouvait parfois être périlleux. Tout à fait, parce que des fois, c'est des questions très sensibles. Et à l'époque, Bozizé, donc comme je le relate dans le livre, plutôt chef d'État à l'ancienne, ne voulait absolument pas passer par l'ambassadeur. Alors que certaines questions, normalement, sont du périmètre de l'ambassadeur, qui doit retransmettre via le Quai d'Orsay des demandes relativement importantes. Là, non. Je servais de canal, d'intermédiaire, directement avec la boîte et l'Élysée. Voilà, vous étiez donc son conseiller. Et d'ailleurs, vous expliquez un peu pourquoi le pays, enfin c'est votre analyse, pourquoi le pays s'est effondré, avec notamment l'influence du Tchad. Selon vous, ça a été très important? Alors ça a été déterminant. De toute façon, le Tchad a toujours été étroitement lié à la Centrafrique, qui est un pays quand même failli déjà depuis longtemps, et dont la totalité du pays n'est pas couverte par les autorités. Donc les Tchadiens avaient quelque part aidé Bozizé à parvenir au pouvoir. Nous, on a évidemment laissé faire, ça nous intéressait, vu que l'ancien chef de l'État nous était pas très favorable, dirons-nous. Et malheureusement, Bozizé n'a pas su gérer